Sylvie Picard, je suis endocrino-diabétologue libérale à Dijon, avec une activité centrée essentiellement sur le diabète de type 1 et les nouvelles technologies. Et je suis également présidente et cofondatrice du CIRDIA, qui est le premier centre initiateur de pompes et boucles fermées, qui est multisite et à prédominance libérale. Mes journées sont bien occupées, elles se partagent entre les consultations, entre la gestion administrative du cabinet et du CIRDIA, la recherche clinique et la communication, que ce soit pour le CIRDIA ou pour la SFD, puisque je suis chargée de communication au sein de la SFD, et également les publications. M'occuper de personnes ayant un diabète de type 1 a toujours été une évidence pour moi, pour les aider à mener la vie la plus normale possible. Et je me suis rapidement intéressée aux complications musculo-squelettiques au cours du diabète de type 1. J'ai eu la grande chance de travailler avec le docteur Dimitar Vasilevski, chirurgien orthopédique à Dijon, à qui j'envoyais de nombreux patients ayant des troubles musculo-squelettiques et un diabète de type 1. Un jour, en discutant avec lui, il m'a expliqué que lorsqu'il opérait quelqu'un, il pouvait dire, sans même regarder son dossier médical, si cette personne avait un diabète ou non. Il m'a expliqué que en cas de diabète, les nerfs sont épaissis, jaunâtres, et que c'est un aspect qu'il ne voit que dans le diabète. Lorsque je lui ai posé la question de la différence entre le diabète de type 1 et le diabète de type 2, il m'a expliqué que dans le diabète de type 1, il y avait une récurrence très forte des troubles musculo-squelettiques, que lorsqu'il voyait quelqu'un avec un diabète de type 1 et des troubles musculo-squelettiques, il savait qu'il allait le revoir à de multiples reprises, ce qui est beaucoup moins vrai dans le diabète de type 2. J'ai regardé la littérature et j'ai vu qu'il y avait à ce moment-là très peu de choses publiées sur les troubles musculo-squelettiques au cours du diabète de type 1. Et je me suis dit qu'il était très important de mieux faire connaître ces complications du diabète et de pousser la recherche beaucoup plus loin dans ce domaine. L'objectif principal de notre étude était de déterminer la prévalence des troubles musculo-squelettiques chez les premiers participants à l'étude SFDT1, mais également d'essayer d'en préciser les déterminants. Avec 3 questions dans le CRF, nous avons essayé de départager les fractures de fatigue ou les fractures pathologiques, les fractures non traumatiques, les troubles musculo-squelettiques rétractiles, avec au premier rang la capsulite rétractile d'épaule, mais également la maladie de Dupuytren, et les troubles canalaires ou les compressifs. Et en premier lieu, dans ces troubles compressifs, il y a le canal carpien, mais également les doigts à ressaut. Les résultats portant sur 1832 participants à l'étude SFDT1 ont été publiés récemment. Ils confirment une très forte prévalence des troubles musculo-squelettiques dans cette population, puisque une personne sur 3 avait déjà eu un trouble musculo-squelettique, incluant 8% des personnes qui avaient eu une fracture de fatigue et 15% des troubles canalaires ou compressifs. Parmi les facteurs associés à ces troubles musculo-squelettiques, on montrait une association avec l'âge, avec la durée du diabète, avec le sexe féminin, avec certaines complications du diabète comme la rétinopathie ou la neuropathie, mais pas avec la néphropathie ni avec les complications cardiovasculaires. On montrait également une association avec certains facteurs comme le tabagisme, qui soit présent ou passé, mais on n'avait pas d'association avec l'activité physique par exemple ou la vulnérabilité sociale. En revanche, il y avait une diminution de la qualité de vie chez ces personnes qui étaient objectivées. On pouvait également mettre en évidence une association de ces troubles musculo-squelettiques avec l'utilisation de l'insulinothérapie automatisée. L'explication n'est pas claire, mais il est possible que ces personnes aient choisi préférentiellement l'insulinothérapie automatisée puisque cela implique moins d'interférences avec les systèmes et que la présence de troubles musculo-squelettiques et notamment d'une diminution de la force ou de la dextérité peut largement interférer avec l'utilisation des technologies du diabète. Nous ne sommes bien entendu qu'au début de l'histoire
et nous allons continuer à travailler sur ces troubles musculo-squelettiques au travers de l'étude SFDT1 qui offre une formidable opportunité d'abord de rechercher les déterminants de ces troubles musculo-squelettiques, de regarder leur prévalence et leur évolution sur une grande population. Et c'est quelque chose d'absolument essentiel et qui n'a jamais été fait à cette échelle-là. Donc ça, c'est vraiment une chose très importante. La deuxième chose, c'est de sensibiliser tout le monde à ces troubles musculo-squelettiques, de les faire reconnaître comme une complication à part entière du diabète de type 1 et de sensibiliser tout le monde aux relations diabète de type 1 et troubles musculo-squelettiques. En premier lieu, les patients qui souvent n'ont pas conscience des relations entre le diabète et leurs problèmes, mais également tous les professionnels de santé qui souvent considèrent les troubles musculo-squelettiques comme un épiphénomène sans leur accorder l'importance qu'il aurait dû. Alors qu'on a vu que ces troubles musculo-squelettiques diminuent la qualité de vie et peuvent interférer avec la manipulation des dispositifs. Et c'est ce qui nous amène au dernier point essentiel, c'est de sensibiliser les fabricants pour les dispositifs de boucle fermée à ces troubles musculo-squelettiques, car vous avez beau avoir la meilleure boucle fermée au monde, le meilleur algorithme, si la personne qui l'utilise ne peut pas insérer le capteur ou remplir le réservoir de pompe, ça sera de peu d'efficacité. Il faut absolument sensibiliser les industriels à ces problèmes-là. SFDT1 était vraiment une occasion unique de travailler sur ce sujet méconnu, mais qui tient à cœur de beaucoup de personnes. Et quand je vois la réaction des patients, chaque fois que je parle de ce sujet, qui disent enfin on parle de notre problème, enfin on est compris, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Et sensibiliser tout le monde à ce sujet est vraiment quelque chose d'essentiel. Alors merci à tout le comité scientifique de SFDT1 de m'avoir fait confiance et d'avoir suivi en insérant les questions sur les troubles musculo-squelettiques dans le CRF qui était déjà bien chargé, mais qui va nous permettre d'avancer sur un sujet absolument essentiel pour les patients et la communauté scientifique.